Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Dans l'actualité cette semaine, l'inquiétude des professionnels du tourisme alors que débute la saison estivale. Emmanuel Macron s'exprimera à la télévision lundi soir. Le président de la République évoquera la crise sanitaire et la propagation rapide du variant Delta. Et face à la menace du retour de restrictions, vacanciers et professionnels du tourisme s'interrogent. C'est ce qu'a pu constater Pierre Dalicieux du côté de Saint-Hilaire-de-Riez. Dans ce camping, la saison commence très bien. La fréquentation est la même qu'une année classique pour le moment. La météo n'est pas au rendez-vous, mais les touristes, eux, sont bien là, même si leur profil n'est pas tout à fait le même depuis le début de la saison. On n'a pas d'étrangers, on n'a pas eu d'étrangers le mois de juin, donc on a beaucoup d'Allemands, de Belges et d'Hollandais, on n'en a pas eu du tout. Début juillet, on a beaucoup d'Hollandais qu'on n'en a pas eu du tout. Ça a été compensé par la venue des Français. Et puis juillet-août, ça va être 90%, 95% de Français. C'est pas le cas d'habitude. Ah non, c'est pas le cas d'habitude. On est plutôt aux alentours de nous de 80% de Français et 20% d'étrangers. Dans les allées, c'est l'insouciance des beaux jours qui semble revenir petit à petit. Une insouciance toutefois relative côté professionnel. Car dans toutes les têtes ici, la reprise de l'épidémie est là. Et une seule crainte, devoir fermer à nouveau. On est complètement sur l'ascenseur émotionnel. On était sur un remplissage qui était plutôt bon. Maintenant, on a une inquiétude grandissante parce que on nous dit que le Covid nous rattrape et qu'il y a des variants et qu'on n'est pas à l'abri, qu'on ait des fermetures et confinement, reconfinement, questionnement. Vous avez peur de ça ? Oui. Oui, on n'est pas serein pour la saison. Dans cet office de tourisme, la fréquentation est très bonne. Là aussi, même constat, peu d'étrangers, de nombreux Français. Mais l'inquiétude gagne du terrain, même si l'on préfère rester positif. Les professionnels de l'hébergement nous le disent. Ils commencent à avoir effectivement des appels par rapport aux inquiétudes qui sont lancées sur un reconfinement potentiel au mois d'août. Nous, on a quand même envie d'être optimistes. On a une très belle programmation événementielle qui est repartie dès début juillet avec des festivals, des événements sportifs, avec vraiment du public au rendez-vous, bien sûr dans un respect de gestes barrières, etc. qui sont maintenus. Mais on a envie d'être optimiste. On a envie, de, pour l'instant, regarder l'instant présent. L'instant présent, plus que jamais précieux en ce moment. Tout le monde espère ici qu'il dure le plus longtemps possible. Et c'est dans ce contexte que les discothèques ont pu rouvrir après 16 mois de fermeture complète. La Vendée compte une vingtaine d'établissements de nuit. Tous ne rouvrent pas ce week-end. Un choix des propriétaires face aux incertitudes liées au variant Delta, à la fréquentation attendue ou encore au pass sanitaire obligatoire pour pouvoir rentrer. Ils vont devoir nous donner forcément le papier, comme quoi un papier donc, qui atteste soit de leur vaccination ou alors de leur test PCR ou du fait qu'ils aient eu le Covid il n'y a pas longtemps. Et donc nous, on va devoir soit scanner, soit vérifier sur papier directement si toutes les dates sont bonnes. On est suspendu un peu à ce variant. Donc oui, la crainte, c'est que dans un mois, on nous referme nos établissements. Donc j'appelle aussi tous les jeunes à se faire vacciner rapidement s'ils veulent profiter de nos établissements et que nous, on puisse travailler normalement. La vaccination qui pourrait devenir obligatoire pour les soignants. Le gouvernement a mené cette semaine des consultations et le conseil scientifique ici a dit favorable. Les professionnels de santé, eux, sont partagés. Écoutez l'avis du docteur Philippe Fradin. C'est le nouveau président de la CME, la commission médicale d'établissement du CHD Vendée. La moitié des soignants, ou un peu plus, en tous les cas, presque, mais à peine 60%, ont déjà eu leur première dose, alors qu'on demande un objectif de 80% à la deuxième dose. On voit tout le chemin qui reste à faire. Et puis, ça c'est le premier élément, on voit que les soignants adhèrent de moins en moins à cette campagne de vaccination, se désintéressent. Donc il faut d'abord, je pense le premier travail, c'est comprendre pourquoi ils se désintéressent et faire un travail de pédagogie, d'intéressement justement, ou de prise d'intérêt pour cette vaccination, parce que la rendre obligatoire, dans un pays des libertés, c'est un peu paradoxal, c'est des choix des fois. Hein. Je suis un promoteur de cette vaccination, mais il faut aussi respecter qu'en face, il y en a qui ne veulent pas, pour des raisons qui les regardent. L'actualité cette semaine, c'est aussi l'annonce de renforts de sécurité pour cet été. La Vendée se voit attribuer 141 policiers et gendarmes supplémentaires jusqu'à la fin août. Des policiers nageurs sauveteurs, des gendarmes mobiles ou encore des gardes républicains à cheval. Des militaires de la force Sentinelle seront aussi déployés. Par ailleurs, la ville des Sables-d'Olonne va bénéficier de renforts de CRS pour assurer la sécurité dans la station balnéaire. Ces 2 dernières semaines, des affrontements entre jeunes et policiers ont eu lieu.
Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, Alain Griset, le secrétaire d'État chargé de la ruralité, Joël Giraud, était en Vendée ce jeudi. Un déplacement pour évoquer l'avenir des centres-villes. Ils ont notamment souligné à La Roche-sur-Yon la création de Métropolis. Cet organisme est chargé de racheter des locaux commerciaux pour les rénover et les remettre en location. Une initiative que le gouvernement veut généraliser à travers son plan de relance. Nouvelle étape cette semaine dans le dossier du port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer. Après 6 mois de travail, le groupe de médiation a présenté jeudi soir une synthèse des discussions. La commission a réétudié point par point tous les aspects techniques, économiques ou environnementaux. Principale conclusion, de nouvelles expertises seront nécessaires pour évaluer certains impacts et le coût global du projet. Factuellement, le maître d'œuvre dit que ça coûte 47 millions. Voilà, grosso modo, il faut être très clair. Voilà, ce n'est pas le chiffre qui a été porté dans l'enquête publique. On a porté dans l'enquête publique un chiffre évalué à 34 millions d'euros, mais qui n'est pas le fruit d'un maître d'œuvre ou d'une évaluation point par point. D'accord ? Et derrière, en fait, on est dans l'inconnu. Pour moi, c'est un des points sur lequel il faut qu'on apporte des réponses. Et là, on sait techniquement y apporter des réponses dans un délai relativement court. Une fois qu'on a dit ça, on a des points de questionnement qui sont sur des phases un peu plus longues. On l'a vu aussi sur des sujets où il peut y avoir des questionnements des études, où il peut y avoir pourquoi pas de nouvelles études. Donc là, on peut imaginer un délai aussi un peu plus long. C'est sur la base de ces conclusions que les élus du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie seront appelés à se prononcer le 22 juillet prochain pour ou contre la poursuite du projet. C'est une première en Europe. La Vendée va expérimenter la réutilisation des eaux usées pour répondre aux besoins de plus en plus importants en eau potable. Le programme baptisé Jourdain a été détaillé ce vendredi à La Roche-sur-Yon. Une unité d'affinage sera construite au Sables-d'Olonne. Elle sera chargée de traiter l'eau qui sort de la station d'épuration. Au lieu d'être rejetée en mer, elle sera réinjectée dans le circuit d'eau potable. Un dispositif inédit puisqu'à l'heure actuelle, la réutilisation des eaux traitées n'est possible que pour l'irrigation agricole ou encore l'arrosage des espaces verts. Nous allons aller chercher sur la station d'épuration des Sables-d'Olonne parce que c'est la station d'épuration la plus importante de Vendée. 4,5 millions de mètres cubes d'eau rejetés en mer. Ces eaux ainsi captées et réintroduites après affinage dans le barrage du Jonnet vont alimenter le grand ouest vendéen, l'ouest de la Vendée et le nord-ouest, Chaland, Saint-Gilles, Saint-Hilaire-d'Orier, Saint-Jean-de-Mont. Nous le faisons en Australie, en Afrique ou bien en Asie, mais en Europe c'est la première fois. Et ce programme va permettre également d'affiner et de décider des réglementations en vigueur dans l'ensemble de l'Union européenne pour cet usage de l'eau usée. Et l'expérimentation devrait être menée grandeur nature de 2024 à 2026. Au chapitre éducation, les résultats du bac ont été publiés mardi matin sans grande effusion devant les lycées puisqu'avec la crise sanitaire, les notes obtenues durant l'année ont compté pour plus de 80% de l'examen. Le taux de réussite nationale avant rattrapage était de 90%. En Vendée, 6600 candidats se présentaient à l'épreuve. Des bacheliers qui doivent désormais se tourner vers la rentrée prochaine avec la quête d'un logement, un parcours parfois difficile. Alors pour aider les futurs étudiants et leurs parents, le 14 bis à La Roche-sur-Yon, la CAF, Action Logement ou encore la Boussole des Jeunes proposent en cette période des temps d'information et de conseils. Marie-Aimée Copleutre. On pourra également vous apporter de l'information. Avoir des conseils de la CAF ou de l'Action Logement sans sortir de chez soi, c'est possible grâce aux conférences en ligne organisées par le Centre d'information jeunesse, le 14 bis. Ces conseils à distance s'adaptent à la crise sanitaire et permettent aux jeunes éloignés géographiquement d'y accéder plus facilement. C'est une intervention qui est mesurée. On essaie de limiter dans le temps aussi parce qu'on sait que le temps d'attention sur une visio est limité aussi. On essaie d'aller vraiment sur de la synthèse, les pistes, les bases d'information, aller aussi sur du pratique, c'est-à-dire des simulations qui permettent de voir, de découvrir le site, que ce soit pour une estimation d'une aide à la CAF. Contrairement à de plus grandes villes comme Nantes ou Angers, le marché du logement étudiant à La Roche-sur-Yon n'est pas totalement saturé. Pourtant, chaque année, 5000 étudiants doivent trouver une habitation, une tâche compliquée. On se rend compte qu'avec l'ouverture de nouvelles formations aujourd'hui, il reste un peu compliqué quand même de trouver du format studio sur la ville alors qu'il y a une demande qui est exponentielle. Les premiers qui font leur démarche sont les mieux servis forcément. Après, on a
pas trouvé de personne l'an dernier qui s'est retrouvé en grande difficulté. A priori, chacun trouve son logement. En plus du parc privé, 220 studios Crous sont disponibles à La Roche-sur-Yon. Assez prisés, ils peuvent être disponibles toute l'année. On a toujours des étudiants qui partent en stage et qui libèrent leur logement à ce moment-là. C'est vrai pour les vacances de Noël, c'est vrai pour les vacances d'hiver, c'est vrai pour les vacances de Pâques. Donc on a une offre quand même qui se renouvelle. Un étudiant qui veut effectivement aussi faire un stage à La Roche-sur-Yon peut demander un logement à partir d'avril ou mai ou même juillet et faire son stage jusqu'à fin août en résidence universitaire. La majorité des studios du Crous sont déjà pourvus pour septembre, mais certains étudiants n'ayant pas reçu leur affectation sur Parcoursup peuvent se désister. À partir du 9 juillet, les étudiants intéressés peuvent aller sur le site du Crous et demander un logement. C'est un rendez-vous qui, depuis près de 30 ans, réunit des étudiants de tout l'Hexagone. La Coupe de France de robotique a débuté jeudi au Parc des Expositions de La Roche-sur-Yon. C'est la 6e année consécutive que la Vendée accueille ce tournoi. Une centaine d'équipes présentes pour s'affronter dans cette compétition ludique, mais qui permet aussi aux étudiants de préparer leur avenir. On sait que les jeunes profitent de l'événement pour prendre des contacts et postuler après dans les entreprises. C'est aussi un carnet d'adresses qu'on se fait sur la Coupe de France de robotique. C'est une belle vitrine et tous les partenaires sont là aussi pour nouer ces relations, échanger avec les jeunes et puis recruter les futurs ingénieurs de demain dans les industries sur le territoire, bien sûr. On se quitte en musique. La première édition du festival Réveillons-nous se tient jusqu'au 16 juillet dans le pays de Saint-Jean-de-Mont. Le principe, proposer des concerts au lever du jour dans des lieux souvent insolites, parfois secrets, jusqu'à la dernière minute. C'est Philippe Catherine, parrain du festival, qui a ouvert la voie avec un concert atypique à 6h du matin. Pierre Dalicieux y était. Regardez. Juste avant le lever du soleil, ces spectateurs s'apprêtent à vivre une expérience inédite pour beaucoup. Un concert de Philippe Catherine, levé du rideau 6h du matin. Certains viennent de loin, il a donc fallu se lever tôt, très tôt. Oh là là, 4h ce matin, ça piquait un peu. Le réveil a sonné à 4h30. Et puis j'ai pris ma copine à 5h et puis voilà, on est là en pleine forme. Philippe Catherine de bon matin, en robe de chambre évidemment, entre en scène, accompagné de Dana Kiokarli, pianiste concertiste avec qui il joue depuis 2015. Un duo de douceur, de poésie et d'humour aussi. C'est un moment parfait, je l'oublierai jamais. Pour la pianiste, jouer de bon matin est une première, mais peut-être pas la dernière. Je me sens beaucoup plus disponible et il y a moins de lourdeur. Quelque part, c'est très effervescent. Peut-être parce que je suis née le matin. Mais j'ai l'impression d'être plus fraîche que de toute l'accumulation de la journée. Et donc jouer le soir, il y a encore les ondes de tout ce qui s'est passé dans la journée. Là, c'est totalement comme au premier jour. Réveillons-nous, c'est le nom de ce festival atypique, mais qui visiblement a déjà trouvé son public. On sent que c'est un moment particulier, c'est ce que j'avais envie de créer, c'est-à-dire que voilà, on a très rarement l'occasion déjà d'écouter un concert à l'aube et puis après de se retrouver le matin comme ça. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir aller travailler après, d'autres vacanciers qui vont pouvoir continuer leur journée. Donc c'est un moment nouveau et je pense que les gens découvrent un peu ce moment-là. Je les regarde un petit peu autour, mais voilà, en tout cas, ça a l'air de leur plaire. Après, vous allez vaquer à vos occupations, plongée sous-marine, pour la plupart. Après Philippe Catherine, parrain du festival, d'autres artistes se produiront les 8, 11, 13 et 16 juillet prochains, en extérieur, si la météo le permet, pour assister au lever du soleil. Et parmi les sites qui accueilleront ces prochaines dates du festival, le musée du Davio ou encore le musée Charles Milsando à Soulan. C'est la fin de cet hebdo. Merci de votre attention. Je vous souhaite un très bon week-end sur TV Vendée.